Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Côte d'Ivoire, la vaccination contre le virus Ebola a démarré ce lundi. Le premier cas de cette maladie a été détecté la semaine dernière à Abidjan, une première depuis près de 30 ans. Le rapt d'enfants se poursuit au Nigeria. Une quinzaine d'enfants ont été enlevés dans un collège agricole de l'État de Zamfara. 3 autres personnes ont été tuées. Et puis, la Turquie a rapatrié ce lundi plus de 300 de ses ressortissants par avion depuis l'Afghanistan. Un rapatriement qui intervient après le retour au pouvoir des talibans. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, la vaccination contre le virus Ebola a démarré ce lundi. Le premier cas a été donc détecté la semaine dernière à Abidjan, la capitale économique. C'est une première depuis près de 30 ans. Détail. La Côte d'Ivoire a reçu de Guinée 5000 doses de vaccins contre Ebola et va vacciner à partir de lundi après-midi le personnel de santé, les parents proches de la victime et ses contacts, a déclaré à l'AFP Germain Mahansei, porte-parole du ministère. Des sources sanitaires ivoiriennes avaient indiqué que les premières vaccinations des groupes cibles avaient débuté dimanche. Ces vaccinations démarrent après la formation de plusieurs dizaines d'agents vaccinateurs en présence de 5 experts de l'OMS venus de la Guinée voisine durement touchée de 2013 à 2016 et où le virus est réapparu en 2021. Samedi, les autorités sanitaires ivoiriennes ont été informées par l'Institut Pasteur d'un cas positif de maladie à virus Ebola après examen d'un échantillon prélevé vendredi sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Il est extrêmement préoccupant que cette épidémie ait été déclarée à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d'habitants, avait estimé Mathilde Somoeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dans un communiqué. Aucun élément n'indique que le cas détecté en Côte d'Ivoire est lié à la récente flambée épidémique qui a touché la Guinée, estime l'OMS. Une enquête plus approfondie et un séquençage génomique permettront d'identifier la souche du virus et de déterminer s'il existait un lien. Ebola est une maladie virale, souvent mortelle, qui touche les humains et d'autres primates. Les taux de létalité ont varié de 25 à 90% lors des épidémies précédentes, selon l'OMS. Néanmoins, il existe désormais un traitement efficace et si les patients sont pris en charge à un stade précoce de la maladie, avec, en parallèle, des soins de soutien, leurs chances de survie s'améliorent considérablement. Au Nigeria, 15 élèves ont été enlevés dans un collège agricole de l'État de Zamfara. Nous sommes dans le nord du pays. Cet enlèvement est le dernier cas en date d'une série d'attaques depuis plusieurs mois. Les enlèvements de masse contre rançon dans le nord et le centre font désormais les gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les écoles ciblées par les bandes criminelles se trouvent généralement dans des zones reculées, en brousse, où les étudiants logent dans des dortoirs avec quelques gardiens pour toute sécurité. Des hommes armés non identifiés ont attaqué l'école vers 22h, soit 21h temps universel, dimanche, a déclaré à l'AFP un responsable, Aminou Khalid Maradoun. Ils ont tué 3 personnes et en ont enlevé 20, dont 15 élèves. Les 5 autres personnes enlevées sont des employés et des membres de leur famille. J'ai quitté l'école dimanche vers 17h30. Ce matin, un ami m'a appelé pour me dire que des bandits avaient attaqué l'école dans la nuit. Ils ont tué des gens et en ont kidnappé beaucoup, a témoigné Ousmane, un étudiant récemment diplômé de 22 ans. Un autre responsable scolaire a confirmé l'attaque qui s'est produite au Collège d'agriculture et de sciences animales dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Les hommes armés sont entrés de force dans l'école et ont emmené les otages, a déclaré à l'AFP Abdoulaye Aminou, en charge de l'hébergement au sein de l'établissement. Ils ont tué 3 membres du personnel de sécurité dans une fusillade, a-t-il précisé.
L'école a reçu un appel téléphonique des ravisseurs lundi matin, affirmant qu'ils détenaient 20 otages, selon Abdoulaye Aminou. Selon la police, 15 étudiants ont été enlevés lors de l'attaque, mais seuls 4 employés ont été enlevés et 3 d'entre eux ont pu être secourus par la suite lorsque la police a fouillé la zone. 15 étudiants et 4 membres du personnel ont été enlevés par les bandits, a ainsi déclaré le porte-parole de la police locale, Mohamed Cheou, dans un communiqué lundi. Le président congolais Félix Tshisekedi a autorisé des experts antiterroristes américains à appuyer l'armée congolaise dans sa mission de lutte contre le groupe ADF, les forces démocratiques alliées. Elles sont représentées par l'État islamique comme sa branche en Afrique centrale. Le président Félix Tshisekedi a autorisé le déploiement des experts antiterroristes américains dans l'est de la République démocratique du Congo, 2 jours après leur arrivée, informe un communiqué de la présidence congolaise. Ces forces spéciales américaines ont pour mission d'apporter un appui aux forces armées de la RDC dans la lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs nationaux des Virunga et de Garamba, devenus le sanctuaire des forces terroristes, explique le communiqué. Cette mission, qui doit durer plusieurs semaines, consiste spécialement pour les unités spéciales américaines à lutter contre les ADF, une branche de Daesh dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre ce groupe terroriste. L'ambassadeur américain à Kinshasa, qui a conduit la délégation militaire auprès du président Tshisekedi, a rappelé qu'il s'agit de la mise en application du partenariat privilégié pour la paix signé par la RDC et les États-Unis en 2019, indique la même source. À l'origine, les ADF étaient des rebelles musulmans ougandais qui voulaient chasser le président Yoweri Museveni du pouvoir. Mais ils ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC, où ils sont accusés d'être responsables de massacres de plus de 6000 civils depuis 2013, d'après un bilan de l'épiscopat congolais. Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par l'organisation djihadiste État islamique. Les États-Unis les ont placées en mars sur la liste des organisations terroristes affiliées à l'État islamique. Les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Et on reste toujours en République démocratique du Congo, où le gouvernement a reçu un lot de plus de 50 000 doses de vaccins anti-Covid AstraZeneca offerts par la Grande-Bretagne. C'est après 36 jours de rupture du stock, d'après le ministre congolais de la Santé. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a fait savoir que son pays avait bénéficié d'un lot de plus de 50 000 doses du vaccin AstraZeneca offert par le gouvernement de la Grande-Bretagne dans le cadre de la facilité du mécanisme COVAX. Ce lot de vaccins va servir à administrer la seconde dose à la majorité des personnes ayant déjà reçu la première. Dans le pays de près de 90 millions d'habitants, seules 81 910 personnes avaient été vaccinées dans 13 des 26 provinces au 10 juillet, date de péremption du dernier lot disponible de plus de 300 000 vaccins AstraZeneca, le seul utilisé en RDC. Parmi elles, 4 260 ont reçu la deuxième dose, mais 77 650 personnes l'attendent. Par ailleurs, le nombre de malades et la létalité ayant sensiblement baissé, le couvre-feu est allégé, selon un communiqué de la présidence congolaise. Les bars et les salles de fête sont autorisés à fonctionner avant l'heure du couvre-feu, dans le respect des mesures barrières. Début juin, les autorités congolaises avaient déclaré une 3e vague de Covid-19 dans le pays, caractérisée par une augmentation exponentielle des cas de contamination aux variants indiens Delta et sud-africains Beta. En Afrique du Sud, il sera bientôt possible de dormir sous l'ancien toit de Nelson Mandela, l'une de ses maisons à Johannesburg, dans laquelle il a habité entre 1992 et 1998, a été entièrement rénovée et elle a été transformée en un hôtel de luxe par sa fondation. Il sera bientôt possible de dormir sous l'ancien toit de Nelson Mandela. Alors qu'elle se détériorait, l'une de ses maisons à Johannesburg, dans laquelle il a habité entre 1992 et 1998, a été entièrement rénovée. Elle a été transformée en hôtel de luxe par sa fondation. Lancé en 2018, le projet est désormais terminé et l'établissement s'apprête à ouvrir ses portes. Le sanctuaire Mandela devrait très bientôt recevoir des premiers clients dans la banlieue chic de Houston. Selon la fondation Nelson Mandela, ce sera un espace de réflexion pour trouver la paix et vivre une expérience intime
au plus près de l'ancien président. C'est en effet entre ces murs que Madiba a habité durant ces années de présidence. Une vie plutôt solitaire alors qu'il venait de se séparer de sa femme, Winnie. Le père de la nation arc-en-ciel y avait déjà accueilli de son vivant des invités prestigieux comme Bill Clinton ou Michelle Obama. Et désormais, le lieu peut recevoir jusqu'à 18 personnes. Mais quelques voix se sont élevées contre cette reconversion, notamment celle de l'hebdomadaire The Continent, qui dénonce la coquille vide que devient l'héritage de Mandela et le décalage entre ses combats pour l'égalité et le coût d'une nuit dans cet hôtel flambant neuf. La maison de Soweto, dans laquelle Nelson Mandela avait vécu avant son arrestation, est quant à elle toujours un musée. Et puis la Turquie a rapatrié ce lundi plus de 300 de ses ressortissants par avion depuis l'Afghanistan. C'est un rapatriement qui intervient après le retour au pouvoir des talibans en dépit du chaos qui régnait à l'aéroport de Kaboul, la capitale. Un avion de la compagnie Turkish Airlines qui avait été spécialement affrété pour amener les Turcs voulant quitter l'Afghanistan a atterri à Istanbul vers 14h GMT avec 324 passagers, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu. Cette opération d'évacuation pilotée par le ministère turc des Affaires étrangères a été menée alors que l'aéroport de Kaboul était en proie lundi au chaos, avec l'afflux de milliers d'Afghans cherchant désespérément à fuir le pays. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient par exemple des centaines de personnes courant près d'un avion de transport militaire américain, manœuvrant pour décoller, certaines essayant de s'accrocher à ses flancs ou à ses roues. Le mouvement islamiste des talibans s'est emparé de Kaboul au terme d'une offensive éclair qui a vu le pouvoir afghan s'effondrer comme un château de cartes après le retrait des troupes américaines décidé par le président des États-Unis Joe Biden. La Turquie, qui dispose de quelques centaines de soldats en Afghanistan, est un acteur influent dans ce pays. Ankara a indiqué dimanche que son ambassade à Kaboul resterait ouverte jusqu'à nouvel ordre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.